Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo, une simple compilation postée sur YouTube. Mais pas n'importe quelle compilation, et pas n'importe quelle musique d'ouverture. Sweden, une des musiques de l'âge d'or de Minecraft. Et dès les premières secondes, quelque chose s'est produit. Les notes m'ont transporté dans une bulle étrange, une chaleur familière, une douce nostalgie, presque inoffensive. Mais très vite, cette chaleur s'est transformée en une vague glaciale. Les souvenirs ont afflué, d'abord innocents. Ma chambre d'ado, l'écran de mon vieux PC, mes potes et moi, ensemble pendant des heures et des heures. Et puis, sans prévenir, cette nostalgie a basculé. Elle est devenue douloureuse, presque insoutenable. J'ai dû arrêter la vidéo. Sans que je m'en rende compte, comme pris au piège, d'un souvenir isolé s'était tissé une toile plus vaste, comme un raisonnement à tiroir dont l'expansion était incontrôlable. Cet épisode, ce moment d'asphyxie émotionnelle, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, et à chaque fois, c'est plus fort. Ça fait maintenant des années que je m'interroge, que je lis, que je me documente. Pourquoi la nostalgie m'affecte, en apparence, de manière négative ? La nostalgie, c'est pas un simple rappel du passé. C'est un retour sensoriel. Un glissement soudain où le souvenir cesse d'être une image et redevient une expérience complète. Les sons, les odeurs, la lumière. Théodule Ribot, philosophe français et considéré comme le fondateur de la psychologie française, disait que la mémoire est une vision dans le temps. Mais il ajoutait aussi, toute mémoire est une illusion. Chaque fois qu'on se souvient, on réinvente. On repeint le souvenir avec les couleurs d'aujourd'hui. Alors pourquoi cette illusion peut-elle faire aussi mal ? Peut-être parce qu'elle nous rappelle que le passé n'existe plus nulle part, sauf dans notre tête. Et qu'à chaque souvenir, on mesure un peu plus la distance entre ce qu'on a vécu et ce qu'on conserve. Ma génération, les millennials, est la première génération à pouvoir revoir son passé à volonté. Un peu comme un service de streaming à la Netflix. Tout est là, sauvegardé. Les photos, les vidéos, les discussions qui ne se font plus que par message. Nos souvenirs ne disparaissent plus, ils se stockent. Mais à force de tout garder, on s'expose sans arrêt à nos propres fantômes. Avant, l'oubli faisait partie du cycle naturel de la mémoire. Aujourd'hui, il faut choisir d'oublier. Et ce choix, personne ne nous a appris à le faire. Peut-être parce que personne avant nous n'en a eu besoin. Svetlana Boym, théoricienne culturelle russo-américaine, disait que notre époque est marquée par une nostalgie réflexive, celle qui ne cherche pas à revivre le passé, contrairement à ce qu'elle appelle la nostalgie restauratrice, mais plutôt à comprendre la trace qu'il laisse en nous. Le problème, c'est que cette trace est désormais visible, accessible, consultable. Nos souvenirs sont devenus des liens, des fichiers, des archives. Et ce n'est pas qu'un phénomène intime. Sur Instagram, des centaines de comptes dédiés à la nostalgie des années 90 et 2000 explosent. Des pages qui republient de vieilles publicités, des jeux, des photos de téléphone à clapet, des morceaux d'une époque pourtant banale, mais devenue mythique avec le recul. Ces comptes attirent des millions de personnes, toutes venues se réchauffer à la lumière artificielle de leur propre enfance. Nous vivons dans un monde où le passé ne se contente plus de revenir. Il insiste, il s'affiche, il se vend, il s'impose. La nostalgie est devenue comme un bruit de fond permanent. Et parfois, elle étouffe. J'ai essayé, comme beaucoup, de faire revivre ces moments. Rebrancher la console avec mon ami d'enfance et démarrer une partie de Halo, espérant recréer cette soirée d'il y a 10 ans. Mais très vite, j'ai compris que quelque chose manquait. Le jeu n'avait pas changé, mon pote non plus, mais le monde autour de nous, lui, avait basculé. Je savais que le lendemain matin, en me réveillant, je descendrais pas les escaliers de la maison où j'ai grandi. Je verrais pas non plus mes parents autour de la table prenant le petit déjeuner. Ce n'était pas le jeu que je regrettais, c'était le contexte invisible qui l'entourait. L'odeur d'une maison, le désordre d'une chambre d'ado, le sentiment de n'avoir encore rien perdu. Susan Stewart, critique littéraire et poétesse américaine, écrit dans On Longing que le souvenir, comme souvenir-objet, ne sert pas à conserver le passé, mais à matérialiser son absence. Chaque fois qu'on essaie de revivre un moment, on ne retrouve pas le temps, on le mesure. On découvre ou redécouvre qu'il y a désormais un avant et un après. Et ce fossé, aucune partie, aucune chanson, aucun retour en arrière ne pourra le combler.
On collectionne nos souvenirs comme des reliques. Une photo, un ticket de concert, un vieux dossier vacances 2005, des morceaux de nous-mêmes figés qu'on ressort parfois pour s'assurer qu'ils ont bien existé. Mais il y a aussi les reliques qu'on partage collectivement et qu'on achète pour revivre une époque. Les cartes Pokémon de première génération, par exemple, des morceaux de carton vendus à prix d'or, achetés par des trentenaires qui, enfants, les échangeaient dans la cour de récré. Ce ne sont plus des cartes, ce sont des fragments de temps, des souvenirs monétisés, des émotions, encapsulés dans du plastique. C'est la même chose avec le nombre grandissant de vidéos nostalgiques sur Minecraft. Des millions de vues pour des compilations de musique d'époque, des redécouvertes de serveurs abandonnés, des let's play où des adultes rejouent à ce jeu comme pour y retrouver leur enfance numérique. Susan Stewart dirait que ces objets, ces cartes, ces vidéos, ces reliques, sont les souvenirs de notre génération, mais aussi sa marchandisation de la mémoire. Chaque objet devient un miroir inversé. Il ne nous montre pas ce qu'on a vécu, mais ce que nous avons perdu. On croit préserver le passé, mais en réalité on le met en vitrine. On le protège, mais on l'éloigne. On le regarde derrière une vitre, comme un souvenir empaillé. En voulant le sauver, on le retire du flux du temps. Et c'est peut-être ça le paradoxe. En essayant de le garder intact, on l'empêche de rester vivant. On le fige, on le transforme en collection, et en le collectionnant, on s'interdit de le revivre. Parce qu'un souvenir qu'on contemple n'est plus un souvenir qu'on habite. Je me suis souvent demandé, est-ce que mon seul tort c'est d'avoir été heureux, d'avoir su savourer ces instants au point que, comparé à eux, tout semble plus terne? Et pourtant non, je suis heureux aujourd'hui. Vraiment. Mais ce bonheur-là a changé de texture. Il est plus calme, plus réfléchi. Il ne brûle plus. Il réchauffe. J'échangerai pas ma vie actuelle contre celle d'avant, mais parfois, j'aimerais pouvoir ressentir à nouveau sans recul, être traversé par la joie sans la commenter, vivre sans se regarder vivre. C'est peut-être ça la nostalgie. Non pas le regret du passé, mais le manque de cette innocence du présent. Boym parlait d'une nostalgie qui ne cherche pas à reconstruire, mais à comprendre la trace du manque. Et je crois que c'est celle-là que je ressens. C'est pas la tristesse d'avoir perdu quelque chose, c'est la lucidité de savoir qu'on ne vivra plus jamais avec le même regard. Je me souviens qu'enfant, il m'arrivait de me dire que si le temps s'arrêtait d'un coup, si j'étais condamné à vivre en boucle ce moment précis, ça me poserait pas de problème parce qu'à cet instant, j'étais heureux. La nostalgie ne contredit pas le bonheur, elle le complexifie. Elle lui ajoute une ombre, une profondeur. Comme si, pour mesurer la lumière de ce qu'on a, il fallait encore percevoir l'ombre de ce qu'on a été. Et parfois, le paradoxe est encore plus cruel. Il m'arrive d'être nostalgique d'époques que je n'ai même pas vécues. Et ce phénomène a un nom, l'anémoïa. C'est la nostalgie d'un temps qu'on n'a jamais connu. C'est quand une vieille chanson te bouleverse alors que t'étais même pas né, ou qu'une photo des années 80 te semble étrangement familière. On le voit avec Stranger Things. Des millions de jeunes qui n'ont jamais connu les années 80 disent pourtant qu'ils auraient voulu y grandir. La série ne leur rappelle rien, elle leur offre une mémoire de substitution. Elle condense tout ce que notre époque a perdu. La lenteur, les objets tangibles, la camaraderie d'un monde sans écran. Mais c'est pas une nostalgie du réel, c'est une nostalgie fabriquée, presque algorithmique. Une nostalgie de fiction, à un décor émotionnel dans lequel on projette nos propres manques. Une nostalgie sans racines, à un manque sans souvenir. Boym dirait que c'est une utopie inversée. Au lieu d'espérer un futur meilleur, on espère un passé parfait. Un passé imaginaire, rassurant et sans faille. Mais au fond, ce qu'on cherche dans ces époques qu'on n'a pas vécues, c'est encore cette intensité, ce sentiment de monde neuf, d'expérience première. La nostalgie est censée être un refuge, mais parfois c'est un gouffre. On y entre pour se réchauffer et on en ressort vidé. Pourtant, c'est pas un mal à fuir, c'est une preuve, la trace d'une vie vécue avec intensité. Elle rappelle que certaines choses ont compté et que d'autres comptent encore. Simplement, pas avec la même lumière. Des chercheurs ont montré que la nostalgie, même quand elle fait mal, peut être saine, qu'elle agit comme une ressource psychologique. Elle renforce le sentiment d'identité, le lien aux autres et donne du sens au présent. Svetlana Boym disait que la nostalgie réflexive n'est pas une fuite du passé, mais une manière de vivre la distance. D'habiter ce manque plutôt que de le combattre. Alors plutôt que d'essayer de la soigner, il faudrait peut-être simplement apprendre à l'écouter. Parce qu'écouter la nostalgie, c'est pas s'y renfermer, c'est reconnaître ce qu'elle révèle. On continue à sentir, à aimer, à être traversé. Et que même si le temps passe, le fait qu'il nous émeuve encore est peut-être la plus belle preuve qu'on est toujours vivant.